Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Coup d'État au Mali, la junte sous la pression de la communauté internationale qui condamne fermement le coup de force qui a conduit à la démission du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, contesté dans les rues depuis plusieurs mois en raison de la crise sociopolitique. La nomination polémique de Ronsard Malonda à la tête de la commission électorale demeure au cœur de la controverse. En République démocratique du Congo, le consensus n'est toujours pas clairement dégagé au sein de la plateforme des confessions religieuses. Et la situation critique pour la société camerounaise de raffinage, plus de 795 milliards de francs CFA, le montant de la dette de l'entreprise publique. Nous ferons le point dans ce journal. La confusion et l'incertitude règnent toujours au Mali après la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé mardi par une mutinerie de soldats qui ont promis une transition politique et des élections générales. La communauté internationale, à l'instar de la CEDEAO, médiatrice de la crise malienne, a été la première à condamner l'action des militaires et à réclamer aussi la libération d'Ibrahim Boubacar Keïta. Le point avec Aïssatou Diamant-Cabesland. L'Union africaine, les États-Unis, l'Algérie, l'Union européenne et les Nations unies, tous ont dénoncé unanimement le coup d'État contre le président Ibrahim Boubacar Keïta ce mercredi 19 août. Ils demandent le retour de l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, c'est au tour de la CEDEAO de condamner ce putsch militaire. Par le biais d'un communiqué, l'institution a décidé de fermer ses frontières avec le Mali et de suspendre ses relations économiques et financières. Suite à une mutinerie déclenchée au sein de l'armée malienne le mardi 18 août 2020, ayant impacté les institutions de la République du Mali, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a décidé à ce jour de la fermeture de toutes les frontières terrestres, aériennes et maritimes de ces pays membres avec le Mali. Elle a décidé de la suspension de toutes les relations économiques, financières et commerciales en direction du territoire malien jusqu'à nouvel ordre. Pour rappel, depuis juin 2020, une contestation populaire dirigée par le mouvement du 5 juin, dit M5, une coalition hétéroclite de chefs religieux et politiques et de membres de la société civile a été menée contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. C'est finalement le mardi 18 août que le chef de l'État malien va être poussé à la démission au terme d'une journée de tension. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, à travers cette condamnation, exige le rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel. Une délégation de haut niveau de l'organisation régionale est attendue dans les prochains jours au Mali. La CEDEAO, dans sa posture de condamnation, est dans ce qu'on appelle son rôle, et ce, conformément à la disposition, ou aux dispositions plutôt, de son protocole additionnel relatif à la bonne gouvernance et à la démocratie. Ce qu'on observe surtout, c'est que les organisations sous-régionales comme la CEDEAO ou internationales n'ont pas accepté pour les mouvements civils et politiques ce qu'ils vont in fine accepter pour les militaires, c'est-à-dire la démission et la dissolution, la démission du président de la République et la dissolution de l'Assemblée nationale. Les militaires, de leur côté, ont déjà appelé à une transition politique civile en vue de nouvelles élections générales dans un délai raisonnable pour une stabilité dans le pays. Et l'arrestation en Côte d'Ivoire de Poulchéri Balé, militante proche de l'opposition. Il y a peu, cet activiste avait appelé à des manifestations contre un troisième mandat du président sortant Alassane Ouattara. Poulchéri Balé est visé par 4 accusations, dont trouble à l'ordre public. La présidente d'Alternative citoyenne ivoirienne a été placée sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Ses avocats dénoncent une arrestation arbitraire. À quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre, les arrestations se multiplient en Côte d'Ivoire où une centaine de personnes ont été arrêtées entre le 10 et le 14 août. Des arrestations dénoncées par Amnesty International.
En Côte d'Ivoire, toujours, les candidatures à la présidentielle se multiplient. Les électeurs sont appelés aux urnes le 31 octobre pour le premier tour. La date limite des dépôts des candidatures n'est pas avant le 31 août, mais celles-ci sont déjà nombreuses, à l'instar de celle de Kwadio Conan Siméon, comme vous allez le voir dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. Conan Kwadio Siméon dit KKS, candidat pour la 3e fois à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Le leader d'Initiative pour la paix en Côte d'Ivoire est donc candidat, mais pour lui, l'élection ne se tiendra pas le 31 octobre 2020. KKS prône depuis des années la tenue d'une transition pour aplanir au préalable les problèmes de fond du pays. Je ne suis pas candidat à l'élection du 31 octobre qui ne se tiendra pas. Et manifestement, les signes, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, montrent que cette élection n'est plus techniquement et matériellement possible à la date du 31 octobre. Naturellement, des tractations auront lieu. J'en appelle justement à ces négociations dans le cadre de la construction d'un consensus national pour ouvrir une période qui nous permette, bien entendu, de régler tous nos problèmes avant d'aller à l'élection. Conan Kwadio Siméon appelle les Ivoiriens à un sursaut national afin de réaliser la vraie réconciliation, base de la paix en Côte d'Ivoire. Ramenons notre pays au fondement sacré d'amour, de fraternité et de paix. Tournons le dos à la politique et aux politiciens du chaos et ensemble allons à la transition consensuelle pour ramener à la maison nos exilés, nos prisonniers, nos captifs, nos frustrés, nos abandonnés. En rappel, Conan Kwadio Siméon dit KKS a été candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire en 2010 et en 2015. Il est convaincu que pour cette 3e tentative, les Ivoiriens lui accorderont leur suffrage pour être président de la République. Au Burkina Faso, les partis d'opposition ont conclu un accord d'alliance en vue de la présidentielle. Une vingtaine de partis politiques d'opposition ont signé mardi à Ouagadougou un accord visant à faire front commun contre le président sortant, Roch Marc Christian Kaboré, lors de l'élection présidentielle du 22 novembre. Nelly Claude Bessa. Apporter une alternance politique au Burkina Faso, tel est l'objectif de l'accord signé par 23 partis politiques d'opposition et 9 candidats déclarés le 18 août à Ouagadougou. Dans cet accord, en vue de l'élection présidentielle du 22 novembre 2020, ces mouvements se sont engagés à soutenir celui des signataires du présent accord qui arriverait au second tour de l'élection présidentielle de 2020. Les enjeux de ce double scrutin présidentiel et législatif de novembre 2020 au Burkina Faso auront pour effet de confirmer la maturité démocratique des autorités burkinabées sous l'après-Compaoré. La coalition a des chances de réussir si et seulement si elle établit une entente sur une convergence de vues et de valeurs. C'est un galop d'essai qui peut servir de levier dans la perspective d'un changement à la tête de l'État en se constituant comme une alternance au pouvoir en place. Dénonçant la mauvaise gouvernance politique et sécuritaire dans le pays, les signataires se sont mis d'accord en présence de nombreux militants et sympathisants pour ce projet de conquête et de gestion du pouvoir. L'accord prévoit aussi la mise en œuvre d'un programme minimal de gouvernement qui porte notamment sur la lutte contre le terrorisme et l'insécurité, la réconciliation nationale et la restauration de l'autorité de l'État. Ensuite, candidat à sa propre succession, le président Roch Marc Kaboré devra être opposé à de nombreux anciens proches de Blaise Compaoré qui ont décidé de se mutualiser sous la forme d'un parti unique, ce qui démontrera de la vitalité des acteurs de la scène politique burkinabé à assurer une continuité vers le chemin de la démocratisation. Le Burkina Faso, qui organise des élections couplées législatives et présidentielles le 22 novembre, est confronté à des violences djihadistes entremêlées aux conflits intercommunautaires. Pour le scrutin présidentiel, l'opposition qui fera front commun s'opposera au président sortant, Roch Marc Christian Kaboré, candidat à sa propre succession. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante attend toujours son nouveau président. En effet, plus d'un mois après la désignation de Ronsard Malonda et le refus de la présidence de la République de l'entériner, le blocage persiste. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka.
En République démocratique du Congo, le consensus n'est toujours pas dégagé sur la désignation du président du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Dans la recherche des solutions, un groupe de personnalités appelé Groupe des 13 s'est engagé dans une démarche en vue de concilier les avis divisés. Une initiative qui, pour certains acteurs politiques, fait craindre un énième dialogue. Depuis 1960, nous vivons toujours avec des conciliabiles. Il faut que vous soyez dictateur pour qu'on puisse vous laisser maintenant gérer selon vous. Il y a eu des élections qui se sont déroulées, dont moi-même j'ai été candidat président de la République. Mais l'un de nous, de l'opposition, a gagné. Il faut aller encore dans les conciliabiles. Mais on doit lui laisser maintenant travailler pour voir les budgets qu'il avait promis au peuple congolais, pour voir comment les bonheurs qu'il a promis, comment ça va se passer. Maintenant, vous l'embrouillez avec des conciliabiles. La République démocratique du Congo doit organiser son 4e cycle électoral en décembre 2023. Le retard quant à l'installation du nouveau bureau risque d'entraîner le report de ces rendez-vous. Il faut souligner que plusieurs préalables rentrent dans l'organisation des scrutins en RDC. Considérant par ailleurs que les réformes de la centrale électorale sont exigées, le pari de 2023 n'est pas gagné d'avance. Qu'on remette ce travail au ministère de l'Intérieur. Comme ça, c'est fini, comme quand on fait des cartes pour citoyens qui discutent. Vous pouvez organiser les élections là-bas. Comme ça, quand on proclame Mokia, tant mieux. Si on proclame quelqu'un d'autre, vous, tant mieux. Laissons les païens organiser. C'est-à-dire que les païens, ce sont les gens du ministère de l'Intérieur qui organisent les élections là-bas, que les meilleurs gagnent. Nous tous, nous allons y prendre part. Que de donner ça à ceci, non, on aligne cette loi, on remet ça au ministère de l'Intérieur. La désignation du président de la CENI est normalement attribuée aux confessions religieuses. Désigné et entériné par l'Assemblée nationale, Ronsard Malonda est rejeté par d'autres familles politiques, notamment les CAP pour le changement du chef de l'État et la MOUCA de l'opposition. Plusieurs manifestations ont eu lieu en juillet 2020 pour rejeter sa désignation. L'on est donc au point mort avec toutes les conséquences que cela impliquerait sur les scrutins à venir. Endetté à plus de 795 milliards de francs CFA, la Sonara, la société camerounaise de raffinage, représente un risque majeur pour le système bancaire, alerte le Fonds monétaire international, une évolution de la dette bancaire face à laquelle les autorités camerounaises souhaiteraient faciliter un accord de réaménagement de la dette de la société nationale. Amenedji. Au Cameroun, la Sonara, Société nationale de raffinage, est désormais considérée comme une source de risque pour le système bancaire international. Avec une dette chiffrée à 795 milliards de francs CFA, la Sonara, exerçant dans le secteur pétrolier, a fait l'objet d'une étude économique dans le cadre de la 5e revue de l'accord au titre de la facilité élargie de crédit publiée en août 2020. Le premier problème de la Sonara, c'est que l'endettement a été contracté lorsque la Sonara avait une crédibilité avérée, mais on n'a jamais su de façon assez précise qu'est-ce qu'il en est du sinistre et du paiement du sinistre suite à l'incendie de cette compagnie. Selon le Fonds monétaire international, l'évolution de la dette bancaire de la Sonara est incertaine depuis que cette dernière a déclaré un moratoire unilatéral sur sa dette après un incendie. On n'a jamais su la suite de ce sinistre parce qu'une société de cette envergure devrait avoir une couverture d'assurance assez large pour couvrir ce type de risque. La deuxième chose, c'est que la Sonara est une entreprise d'État et a contracté cet endettement qui a été directement ou indirectement avalisé par l'État. Le véritable problème maintenant, c'est l'absence de compétitivité et de concurrence de la Sonara au Cameroun, qui risque de faire flamber encore les coûts du pétrole et du fuel et du carburant consommés sur le plan national. Toutefois, les autorités camerounaises s'inscrivent dans une logique de facilitation tout en optant pour le rééchelonnement de la dette de la Société nationale de raffinage envers les banques et fournisseurs, ce qui pourrait conduire à une bonne gestion des fonds propres.
La crise économique qui fait suite à la pandémie du coronavirus fait planer le spectre du chômage de masse dans différents pays puisque des secteurs entiers sont touchés. C'est notamment le cas en Afrique du Sud où l'économie repose entre autres sur le tourisme, un secteur aujourd'hui en pleine crise et c'est toute une industrie qui est menacée. Gladys Mamba. Les véhicules de safari du parc de Somkanda prennent la poussière depuis la fermeture des frontières sud-africaines à cause du nouveau coronavirus. La réduction du nombre de touristes visitant cette réserve de gibier a engendré une perte de près de 90% de ses revenus. Le parc animalier de 12 000 hectares a donc opté pour un plan B, commercialiser la viande de gibier pour amortir la perte de plusieurs milliards de dollars. Avec le tourisme, ce sont tous nos revenus que nous avons perdus. Nous avons dû chercher autre chose. Il y a toujours de l'abattage dans la réserve. Donc nous avons décidé qu'au lieu d'abattre, puis de simplement donner cette viande ou de la vendre localement à des prix très bas, nous essayons de la commercialiser et de la mettre sur le marché. Habituellement, la réserve de gibier de Somkanda cède ou vend à bas prix de la viande d'antilope telle que l'impala ou le nyala, qu'elle abat en s'assurant de la bonne gestion des stocks. Mais depuis la pandémie de Covid-19, le parc animalier s'est tourné vers la vente de viande en ligne. Restaurants, touristes étrangers et marchés fermiers sont les principaux intéressés. Une activité qui rapporte entre 2 875 et 5 730 $ par mois, selon la direction de la réserve. Nous avons dû chercher d'autres moyens d'augmenter les revenus de la réserve afin qu'elle puisse générer de l'argent pour payer les factures de fonctionnement de celle-ci. Nous avons les factures d'électricité, le pompage de l'eau, l'entretien général et le paiement des salaires. C'est là que nous avons décidé d'utiliser les animaux qui se reproduisent en grand nombre. Cette viande peut être vendue sur le marché afin que nous puissions générer un revenu supplémentaire pour couvrir les dépenses de gestion de la réserve. La vente de viande a donc permis la survie de la réserve de Somkanda, malgré la suppression de 8 emplois depuis le confinement des populations imposé en mars 2020 par le gouvernement sud-africain. L'Union africaine estime qu'à l'échelle continentale, la pandémie de Covid-19 a causé une perte de revenus de près de 55 milliards de dollars au secteur du tourisme. Le G7 envisage une prolongation du gel de la dette des pays à faible revenu. Les dirigeants de la Banque mondiale, du FMI demandent aux États membres du G20 de prolonger cette initiative pour la suspension du service de la dette en raison de l'impact économique de la crise sanitaire mondiale. Aïssa Toubari. Les ministres des Finances du G7 devraient prolonger jusqu'en 2021 la suspension des remboursements des intérêts de la dette pour les pays les plus pauvres. C'est une annonce faite lors d'une visioconférence qui a réuni la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, qui ont d'ailleurs soutenu cette initiative. Sur les 77 pays éligibles à cet allègement, 41 se trouvent en Afrique. Je pense que la décision du G7 de suspendre une partie de la dette des pays pauvres ne peut être que salutaire en cette période d'épidémie. On sait que la plupart des États aujourd'hui, notamment certains États africains, connaissent des déficits majeurs. Donc ça va leur permettre de mettre en place des budgets qui seront des budgets à l'équilibre et aussi pouvoir allouer certaines dépenses, notamment des dépenses de santé, des dépenses d'investissement qui vont permettre le retour de la croissance. Les ministres des Finances du G7 ont exhorté tous les créanciers bilatéraux officiels à mettre pleinement en œuvre leur initiative de suspension du service de la dette du G20 pour les pays à faible revenu. Mais la mise en œuvre de cette mesure reste toutefois difficile en raison des réticences de la Chine et des lenteurs dans le secteur privé. La plupart des pays africains connaissent d'une certaine manière le piège de la dette, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de rembourser la dette, du coup ils n'arrivent pas à financer des dépenses d'investissement qui sont des dépenses pourtant vitales pour ces pays-là. Rappelons que la crise sanitaire de la Covid-19 a durement touché les pays africains qui ont vu leurs dépenses de santé multipliées. L'initiative de suspension du service de la dette jusqu'à la fin de l'année a permis aux bénéficiaires d'avoir une marge de manœuvre. L'endettement total du continent africain est estimé à 365 milliards de dollars, dont environ un tiers dû à la Chine.
En République du Congo, près d'une quarantaine de familles ont dû quitter précipitamment les lieux dans lesquels elles étaient relogées. Relogement sur un site de plusieurs habitations à Kintélé depuis les explosions de 2012 à Mpila, quartier est de la capitale Brazzaville. Le départ des familles ferait suite à une demande émise par la municipalité sur place. L'inquiétude et le questionnement des familles face à cette décision dénoncée également par les organisations de défense des droits de l'homme. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.